Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première émission de l'association SOS UF. Bonjour Angèle. Bonjour Mathilde. Alors, nous recevons aujourd'hui Christophe Folzenlogel, qui est juriste à l'ECLJ. L'ECLJ, c'est le Centre européen pour le droit et la justice. Bonjour Monsieur Folzenlogel. Bonjour Mathilde. Alors, l'ECLJ, c'est une ONG basée à Strasbourg, engagée, donc là je cite votre site internet, dans des actions de plaidoyer et de contentieux auprès des institutions européennes et internationales, en particulier donc la Cour européenne des droits de l'homme et les Nations unies. Alors, parmi les dossiers que vous traitez et que vous plaidez, figure l'instruction en famille, et dans ce cadre-là, vous avez fait plusieurs recours auprès de la CEDH en particulier, un recours qui ont tous été d'ailleurs rejetés. Voilà, et je précise que vous êtes vous-même parent instructeur, puisque vos enfants sont en instruction en famille, donc c'est aussi un sujet qui vous touche évidemment de près. Alors, nous sommes deux pour vous interviewer, puisque nous vous recevons pour parler de deux thématiques bien distinctes. La première concerne les écoles à distance. Vous avez écrit un article en août dernier dans lequel vous citez les écoles à distance comme solution de recours en cas de refus à une demande d'autorisation d'IEF. Et donc, nous avions publié cet article sur notre page Facebook et il avait suscité un certain nombre d'interrogations. Donc, vous allez pouvoir préciser justement un certain nombre de choses là-dessus. Et la deuxième thématique concerne notre démarche d'inscription de l'IEF au patrimoine culturel immatériel. Voilà. Donc, Angèle, je te laisse la parole pour parler des écoles à distance. Et ensuite, on pourra parler donc, de l'inscription de l'IEF au PCI. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Voilà. Merci, Monsieur Folzenlogel. Alors, première question qu'on se pose. En tant que juriste, pourriez-vous revenir en détail sur les deux approches bien différentes et spécifiques que sont d'une part l'école à la maison, c'est-à-dire le fait de prendre des cours par correspondance, et l'instruction en famille? Oui, bien sûr. Donc, merci encore pour votre invitation. Je suis très heureux de pouvoir préciser ma pensée, mon article. C'est vrai qu'il était succinct. Donc, je vais revenir dessus. Je voudrais juste encore faire une précision importante. Merci après cette belle introduction. Je suis bien juriste. J'ai étudié le droit à Strasbourg. Donc, j'ai fait autant d'études qu'un avocat, mais je ne suis pas avocat. Je suis salarié dans une association et on ne peut pas être avocat quand on est salarié en France. Donc, je suis juriste, je fais de l'analyse juridique. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma réflexion, mes connaissances, mon analyse juridique et sociologique de l'IEF. Par contre, je suis pas avocat, donc je ne vais pas vous donner de conseils, ni dire quoi faire. C'est vraiment pour alimenter la réflexion de tous les parents qui sont dans des situations parfois délicates, nourrir la réflexion et puis essayer de faire bouger la législation vers un cadre plus libéral. Et donc, cette question est intéressante. Est-ce que, alors pour autant que je sache, mais je suis pratiquement sûr, le terme d'école à la maison n'a pas d'existence légale. C'est-à-dire que il n'y a pas de loi ou de texte qui parle de l'école à la maison. Il y a l'instruction en famille, et le terme est effectivement ancré. Il y a les personnes inscrites ou scolarisées, il y a les deux termes inscrits et scolarisés dans des établissements d'enseignement privés à distance, où il y a les termes de cours par correspondance. Et donc, il ne faut pas oublier, c'est extrêmement important pour notre sujet, que l'instruction en famille, c'est extrêmement vaste. Il y a les différentes motivations et les méthodes. Ne faut pas oublier, je pense que c'est important de le rappeler, que beaucoup, je dirais la moitié, aujourd'hui même plus, font l'école à la maison ou l'instruction en famille par contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des parents qui voudraient scolariser leurs enfants, mais pour des raisons médicales, pour des raisons d'itinérance, pour des raisons sportives, pour des raisons personnelles, en fait, c'est pas possible parce que le cadre, la scolarité en établissement répond pas à leur demande. Et il y a aussi tout le problème grandissant et qui fait que je pense que l'IEF et toute cette question va rester un enjeu, c'est le harcèlement scolaire, la violence en établissement scolaire. On a encore malheureusement eu un exemple l'autre jour, une professeure poignardée. Voilà, le harcèlement officiellement représente 5%, 5% des élèves sont touchés, ce serait peut-être même 10%. Donc il y a des parents qui veulent retirer leurs enfants, et tout le monde pourrait être un jour, en fait, tout parent peut, en fait, même s'il n'a pas envie de faire l'IEF, pourrait être un jour amené à devoir
retirer son enfant, et donc il va avoir les problématiques qui se posent déjà aux parents qui veulent faire l'instruction en famille de manière volontaire, parce qu'en fait il lui faut l'accord du directeur d'établissement, qui du coup doit reconnaître qu'il y a un cas de harcèlement, et on voit que les académies envoient des lettres salées aux parents qui se plaignent du harcèlement que subissent leurs enfants, avant que certains, malheureusement, on a des exemples, se suicident. Donc, voilà, la situation est assez tendue. Je pense que ça ne va pas aller en Saint-Laurent. Donc, il y a une grosse partie des gens qui font, en fait, lancer l'instruction en famille par contrainte, ou, et je l'utilise volontairement, pour moi, il n'y a pas de distinction vraiment très forte entre école à la maison et instruction en famille. Je dirais qu'en fait, école à la maison, c'est le terme très général, populaire, pour faire simple. Et instruction en famille, c'est un peu le terme légal consacré pour ceux qui ne scolarisent pas dans un établissement leurs enfants, mais qui font l'instruction dans un cadre familial. Voilà. Je finis juste donc pour dire les motivations. Voilà, il y a des parents qui font l'instruction en famille. En fait, c'est parce qu'ils rejettent le système de notation, de compétition de l'école. Ils veulent une éducation libre, naturelle. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le unschooling. C'est voilà, en fait, c'est l'enfant qui va être moteur, qui va être libre, qui va aller à son rythme, etc. Il y en a qui le font pour des raisons pédagogiques, parce que voilà, ils sont pas convaincus à l'école, c'est la méthode globale ou que sais-je, ils sont en désaccord, donc ils veulent faire une certaine méthode. Et puis je dirais qu'il y a aussi des personnes élitistes qui veulent le faire pour vraiment tout donner à leurs enfants. Ça touche par exemple les familles binationales, donc qui veulent donner une éducation complètement bilingue à leurs enfants, qui veulent vraiment que leur enfant surperforme, parce qu'en fait, il est rapide, il est intelligent. En classe, il s'ennuie, donc ils le prennent et ils vont plus vite avec lui. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a les enfants les plus jeunes qui ont le bac, souvent ont fait l'école, l'instruction en famille. Et donc, il y a cette différence, c'est qu'il y en a qui utilisent juste des cours, des supports qu'ils trouvent dans le commerce. Il y en a qui font des cours par correspondance. Et donc, c'est vrai que là, quand on est inscrit au CNED, en fait, ce qui change fondamentalement, c'est le lieu où va avoir lieu le cours. Mais sinon, c'est le même cours que les autres élèves reçoivent. Donc, pour finir rapidement sur cette première question, je vais encore développer tout ça après. Mais grosso modo, l'instruction en famille, c'est le terme légal consacré. École à la maison, c'est le terme un peu fourre-tout, populaire, général. Et dans les deux cas, ça englobe une très grande variété de situations et d'ambitions. On dit instruction en famille, mais en fait, on peut nommer un tuteur et en fait, on peut déposer son enfant chez un tuteur le matin, le récupérer le soir, ce qui fait qu'en fait, c'est pas les parents qui sont instructeurs, c'est une personne tierce. C'est pas forcément à la maison, même si dans l'immense majorité des cas, c'est à la maison, mais ça peut être dans un autre lieu. En tout cas, c'est pas pour plusieurs familles et c'est pas dans un établissement public ou privé. Voilà ce que je peux dire en grosse introduction. Merci. Alors, le problème, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont mises en erreur par les établissements d'enseignement à distance lorsqu'il s'agit d'y inscrire leur enfant. En effet, beaucoup de ces établissements affirment la nécessité d'avoir obtenu l'autorisation de la part du rectorat pour pouvoir y inscrire leurs enfants. Or, nous avons bien lu dans votre article qu'il n'en est rien et que l'article L131-1 du Code de l'éducation est très clair sur ce point. Les établissements d'enseignement à distance induisent-ils en erreur les familles afin de ne pas être inquiétés par l'administration? Ou alors, s'agit-il d'une méconnaissance totale des textes de loi de la part des établissements? Alors, je réponds à cette dernière question pour en fait arrondir les angles, puisque il y a ce que dit la loi, il y a ce que dit la jurisprudence et il y a ce qui se pratique dans les faits. Tout n'est pas toujours sanctionné. Certaines cours ou tribunaux administratifs décident de manière différente selon leurs ressorts juridictionnels. Donc, les établissements d'enseignement, il ne faut pas dire qu'ils induisent en erreur. Ils ont un réflexe, c'est de se couvrir. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous dire allez-y, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation quand il y a un article de loi ou une directive ou une circulaire qui dit clairement qu'il faut demander
une autorisation. Mhm. C'est pas une méconnaissance totale non plus, c'est qu'en fait, les textes sont contradictoires. C'est ça, alors, ce que moi je Ouais. dis, c'est que Ouais. les textes de loi sont contradictoires à Mhm. raison de l'évolution légale sur le sujet. C'est-à-dire que le législateur a modifié la loi sans modifier tous les articles. Donc, je vais vous partager juste mon écran pour bien vous montrer le problème. Donc, Windows on Screen. Qu'est-ce qu'il me propose? Donc, je sais. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, bon, c'est bon, mais voilà. ouais, c'est bon. Là, ça devrait être mieux. Alors, en fait, il y a deux articles importants. Mhm. C'est le 130, alors c'est le 131.10 et le 131.5. Pourquoi Oui. je suis pas, voilà. Donc d'abord celui-là. Le L131.5 dispose que les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie doivent le faire inscrire dans un établissement public ou privé, ou bien, à condition d'y avoir été autorisé par l'autorité de l'État compétente en la matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Donc là, on voit bien que vous n'avez pas à demander une autorisation pour inscrire votre enfant dans un établissement d'enseignement privé. Voilà. Puisque c'est bien, peut-être, ou bien, virgule, à condition de... Donc c'est vraiment important. C'est très clair. Enfin, c'est très clair. C'est très clair. L'article 131, L131-5 dit bien ça. Les parents doivent inscrire leurs enfants dans des établissements d'enseignement, donc soit le public, soit le privé. Le privé, c'est le privé sous contrat ou le privé hors contrat. Et donc, ou alors, alternatif. Et si on revient au 131-1, il y a bien marqué encore l'instruction est obligatoire. Donc ça, c'est vraiment historique. Vous voyez, ça a été modifié à cause de l'âge en 2019. Oui, voilà. C'était 6 ans avant. Là, on voit bien encore, je le rappelle, la tendance de vouloir scolariser de plus en plus. Mais là, c'est encore marqué l'instruction. Alors qu'on va voir qu'il y a d'autres textes qui parlent de scolarisation. Voilà. Et on est au début, donc on est dans les principes généraux. Et l'autre article que je voulais montrer, donc le L131-10, non, pardon, je voulais encore revenir à toute la... Bon, si, je vais le lire pour... pardon, ça, je reste clair. C'est là où il y a une mauvaise interprétation des établissements privés, à mon sens. Puisqu'il est écrit, les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction en famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année et tous les 2 ans l'objet d'une enquête de la mairie compétente. Uniquement aux fins de vérifier, voilà, s'il leur est donné... Bon, c'est la deuxième partie de la phrase n'a pas d'intérêt. C'est là vraiment cette première partie qui est importante. Pourquoi? Parce que ce texte ne veut pas dire qu'il faut demander l'autorisation lorsqu'on s'inscrit dans un établissement d'enseignement privé à distance. Cet article parle de l'enquête de la mairie et du contrôle. Donc, et vous voyez que là, comme ça a été modifié plus récemment, il parle d'obligation scolaire maintenant, plus d'obligation d'instruction et qu'il reçoit. Il y a eu un glissement. Et donc, les enfants, en fait, c'est le y compris. Donc, les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction en famille doivent être contrôlés. Et donc, en fait, ceux qui ne sont pas scolarisés, donc ceux qui sont dans un établissement d'enseignement à distance, ils doivent aussi être contrôlés de cette manière. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement à distance doivent demander l'autorisation pour faire cette pratique. D'accord. Puisqu'ils ont inscrit. C'est le y compris, parce qu'en fait, y compris en français, ça peut préciser quelque chose qui est naturellement compris dans la chose, ou
quelque chose qui, en fait, naturellement ne l'est pas et justement, on précise. Donc, je donne un exemple concret pour bien comprendre. Si vous dites tous mes amis sont venus à mon anniversaire, y compris Paul, parce qu'il vit, bien qu'il vivait aux États-Unis. En fait, vous précisez parce que, évidemment, Paul est votre ami, mais c'était pas évident qu'il vienne parce qu'il habite très loin. Donc, tous mes amis sont venus, y compris Paul. En fait, Paul est bien votre ami, mais vous précisez parce que, pour d'autres raisons, c'était pas évident qu'il vienne. D'accord. Et par exemple, si vous dites je vends mon ordinateur portable, y compris la pochette de l'ordinateur, c'est différent et c'était pas évident et vous le précisez. En fait, vous allez vendre votre ordinateur, vous vendez un ordinateur. Donc, quand vous vendez un ordinateur, vous vendez pas la pochette. La pochette, c'est pas l'ordinateur. Mais je vends l'ordinateur, y compris la pochette et la batterie ou la batterie supplémentaire ou la batterie complémentaire. Donc, y compris en français ne signifie pas que ce soit nécessairement rattaché à la chose dont on parle. Ça peut être une précision pour quelque chose d'extérieur. Donc, c'est là où il y a eu un glissement. Et l'autre article très clair que je voulais enfin citer sur cette question, il est beaucoup plus loin. Quand je vais réussir à revenir, c'est en fait les établissements privés qui sont totalement distincts. Donc, je crois que c'est au 400. Pourquoi je n'arrive pas à déplier tout? Voilà, c'est L300. Donc, les enseignements scolaires. Vous voyez toujours mon écran, hein? Oui, tout à fait. L'organisation, les établissements scolaires. Et je crois que c'est ici les établissements d'enseignement privé, voilà, dispensant. Vous voyez? À distance, oui. C'est ça qui est très important, c'est de voir, vous voyez, les établissements privés dispensant un enseignement à distance sont très clairement rattachés aux établissements d'enseignement privé. D'accord. Oui, d'accord. C'est factuel, vous le voyez, c'est dans la partie. Là, les articles que je vous ai cités, c'est les titres généraux. Là, on voit très clairement que les établissements privés dispensant un enseignement à distance sont rattachés aux établissements d'enseignement privés. Et la loi, il faut que je revienne à l'article, je vais peut-être. Est-ce que vous le connaissez de tête? Sur l'IEF, c'est lequel? L131-1. Non, celui qui fixe les coûts, voilà. L131-2, oui. L'L131-2 dit l'instruction, et de nous, il parle encore d'instruction. L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publiques privées. Non, c'est pas ça. Là, vous voyez qu'il y a encore un glissement, puisqu'on parle d'instruction, mais qui est donnée physiquement dans les établissements. Donc, on voit le glissement. On ne parle pas de scolarisation, on parle d'instruction, mais on dit quand même qu'ils sont donnés dans les établissements. Non, il y a un autre article. 131-5 pour l'IEF. C'est le 5. Voilà. C'est toujours ça, c'est qu'en fait, oui, merci, c'est exactement ça. Les personnes responsables d'un enfant doivent faire inscrire dans un établissement public ou privé. Donc, en fait, normalement, les correspondances sont bien des établissements. Voilà, donc en fait, il y a une contradiction. Et alors, la preuve que j'ai raison sur cette analyse, c'est le rapport de la Cour des comptes sur l'IEF. Alors, normalement, je l'ai... voilà, il est là. Je n'ai pas sauvé la page. Sur l'instruction 666 de tête, je l'ouvre. Voilà, donc c'est ici un cadre juridique des organismes privés d'enseignement à distance peu adapté. Deuxième paragraphe, donc c'est page 66. Dans les académies, les ont constaté le biais des contrôles pédagogiques, qualité hétérogène, qui critiquent les établissements d'enseignement privé à distance. Plusieurs proposent une assistance à la préparation du dossier de demande d'autorisation et du contrôle pédagogique, voire contestent le rapport des inspecteurs à la suite des contrôles défavorables. En outre, c'est là que c'est important, des organismes organiseraient des classes virtuelles quotidiennes, rassemblant à distance en visioconférence plusieurs enfants,
avec un emploi du temps hebdomadaire structuré, ce qui soulève une question juridique en ce qui concerne d'une part la conformité à la réglementation, puisque l'instruction en famille doit être organisée pour les enfants d'une seule famille, et d'autre part la distinction entre ces organismes privés d'enseignement à distance et les établissements d'enseignement privés hors contrat. On est là, en fait, au cœur de l'évolution et du débat. C'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas si je l'ai montré clairement, mais il y a clairement eu une évolution entre l'obligation d'instruction claire et le fait que l'école à la maison, l'IEF, soit un droit fondamental, en fait, une liberté reconnue par les lois de la République, à une restriction qui se fait pas correctement. Et donc, en fait, là, pour l'instant, en fait, les établissements privés d'enseignement à distance n'ont pas encore été trop corrigés ou les modifications législatives n'ont pas suivi de ce côté. Ce qui fait qu'on a clairement aujourd'hui une incohérence dans le code de l'éducation, en fait, puisque en fait, les parents qui inscrivent leurs enfants dans des établissements privés d'enseignement à distance remplissent une obligation légale et ne devraient pas avoir à le demander. Preuve encore en est la jurisprudence, puisque quand les personnes font la demande pour le motif 4 et qu'ils se contentent de reproduire la plaquette donnée par l'établissement de l'enseignement à distance, un tribunal a considéré que ça ne montrait pas ou ça ne justifiait pas suffisamment une situation propre à l'enfant et donc a refusé d'agréer le projet pédagogique et donc a refusé de faire droit à la demande du parent. Donc il y a une absurdité. Oui. Et en fait, il y a aussi une grosse différence. Enfin, c'est peut-être votre troisième question. Suivante, je vous laisse peut-être un peu parler. En fait, il y a beaucoup de parents qui soulèvent un peu le lièvre en disant, quand on parle de ça, ils disent, mais si c'était la solution, tout le monde aurait fait ça depuis longtemps. Hein, si le fait pour être tranquille, c'est de scolariser à distance, on l'aurait fait depuis longtemps. C'est le problème, c'est que le rectorat, les rectorats, les académies, les cours par correspondance sont unanimes en disant, non, monsieur, madame, il faut demander l'autorisation, même si vous prenez un cours par correspondance. Mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'il faut quand même continuer à demander les autorisations. Pourquoi c'est nécessaire de continuer à demander les autorisations quand on ne prend pas de cours par correspondance? C'est qu'en fait, l'esprit de la loi de 2021, c'est clairement en fait de sortir les enfants de la maison pour les scolariser dans un établissement public. C'est vraiment ça la nature profonde légale de l'intention. Peu importe qu'ils suivent le CNED rigoureusement, qu'ils appliquent à la lettre les programmes officiels de l'éducation nationale, qu'ils fassent les examens comme tout le monde, qu'ils soient inspectés, ça ne leur suffit pas, puisque, bon, je ne le redis pas, c'est pas le sujet, hein, la lutte contre le séparatisme islamiste était un faux prétexte. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment sortir les enfants de la famille pour les mettre dans des établissements. Donc, des établissements extérieurs qui puissent ensuite encore plus contrôler. Et donc, dans cet esprit, le fait d'inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement à distance, c'est pas suffisant. Ils veulent vraiment obliger la scolarisation. Donc, si votre établissement d'enseignement à distance ne fait que vous pourvoir des cours par correspondance, des supports, et qu'il y a juste des corrections à renvoyer, mais que fondamentalement, c'est votre parent qui reste l'enseignant, qui est là, qui vous guide, qui lit la leçon avec vous, on est encore dans de l'instruction en famille. Donc, je vois mal les tribunaux juger que oui, vous n'avez pas besoin de demander vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation de faire l'instruction en famille parce que vous faites de l'enseignement à distance. Encore que, du coup, légalement, les textes sont là, légalement parlant, il n'y a rien à redire. Enfin, oui, mais d'autant qu'il y a une absurdité. Quand on lit les textes, c'est bête comme chou. Et on a du mal à comprendre que face au juge, le juge puisse dire, non, il faut demander l'autorisation. Ce sera en totale contradiction avec les textes de loi. Donc, mais on est habitué à marcher sur la tête en ce moment. Donc... Oui, c'est clairement un non-sens. Mais là, par contre, là où il y a une différence, et la Cour des comptes le pointe, c'est que si, quand même, l'établissement d'enseignement à distance fait des cours en distanciel,
ça commence à devenir difficile de dire que c'est de l'instruction en famille. Parce qu'en fait, du coup, le professeur, c'est de nouveau quelqu'un qui est extérieur, qui fait un cours en plus à plusieurs personnes. Alors, physiquement, vous êtes dans la maison, mais comme je l'ai dit avant, vous pouvez être en fait chez un tiers, vous pouvez être chez vos grands-parents parce que vos parents travaillent, vous pouvez être à l'hôpital parce que vous avez malheureusement une affection de longue durée et c'est plus pratique comme ça. Donc, vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement privé, vous avez des professeurs qui vous donnent des cours, à qui vous envoyez les copies. Il n'y a plus de projet éducatif parental personnel. C'est en fait, vous choisissez l'établissement d'enseignement à distance qui correspond le mieux à vos convictions, qui dispense un programme, voilà, une pédagogie qui vous plaît, que ce soit pour des raisons religieuses, laïques et de pédagogie. Vous adhérez, et donc si vous n'assistez pas au cours, l'établissement a le droit de vous renvoyer. Si vous ne renvoyez pas vos devoirs et que vous ne payez pas les frais, l'établissement vous renvoie. Il émet un certificat de scolarité. Donc là, vous voyez, ça crée un faisceau d'indices qui fait que, en fait, on est clairement dans des enfants qui sont inscrits dans des établissements privés, qui font l'école, en fait, comme tout le monde, c'est juste in situ. Ils ne sont pas dans un établissement. Et là, c'est, entre guillemets, plaidable. Le juge ne peut pas rejeter comme ça l'argumentation. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de jurisprudence à ma connaissance, mais c'est clairement argumentable et honnêtement gagnable avec les articles de loi et le fait qu'un cours soit distancé que un cours soit dispensé en distanciel. Voilà, pour moi, les parents qui ne demandent pas l'autorisation ne se mettent pas forcément hors la loi puisqu'ils inscrivent leur enfant dans un établissement privé légalement, qui leur donne un certificat de scolarité d'inscription dans un établissement, qui dispense les cours. Les parents ne sont plus l'enseignant, ils ne font que contrôler, vérifier les devoirs. Voilà, il n'y a aucune raison légale de faire la guerre à ces gens, quoi. Enfin, c'est complètement absurde. Qu'est-ce que vous voulez, quoi? Après, qu'est-ce qu'on peut dire à ces familles qui ne souhaitent pas prendre de cours par correspondance, qui se sont vues imposer des années, 2, 3, 4 années de refus successifs, mais qui veulent continuer à faire l'instruction en famille avec leur propre pédagogie? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces familles? Arrêtez de demander autorisation, finalement, vous n'avez que des refus, donc mettez-vous dans l'illégalité, ou il faut continuer malgré tout à perdre son temps à faire ces dossiers? Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces familles aujourd'hui qui sont en réelle détresse, finalement? Parce qu'il y en a plein qui choisissent de prendre des cours par correspondance pour être tranquilles, et il y en a plein d'autres qui disent non, moi, je veux continuer de faire l'instruction de mes enfants. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à ces familles? D'abord, courage. En fait, je vais vous dire, il faut se battre et en fait, vous n'avez pas le choix. Je vous explique. Écoutez, moi-même, je ne savais pas ce qui allait se passer. La première année, j'ai fait des demandes. Ils m'ont demandé un document complémentaire. J'ai eu l'autorisation. L'année d'après, j'ai plusieurs enfants, ils m'ont donné l'autorisation pour 2 de mes enfants, ils me l'ont refusé pour 2 autres. J'ai fait le rapport et ils m'ont répondu hors délai. C'est-à-dire que... comme nous cette année, pareil. Ils nous ont répondu un mois et demi après, on était là, c'était peut-être le pire été. Et finalement, ça y est, on a le Graal. Et puis l'année d'après, ils m'ont tout donné en temps record. Donc, écoutez, c'est pas perdu, c'est absurde, etc. Moi, quand je fais les dossiers, oui, j'ai le sentiment de lancer une pièce en l'air. Voilà. Alors, je dis il faut se battre parce que au début de l'implémentation de la loi, il n'y a pas eu de grand soutien de l'enseignement catholique, de l'enseignement privé et des écoles hors contrat. Au contraire, il y a même beaucoup d'écoles hors contrat et l'enseignement privé qui se frottaient plutôt les mains parce qu'ils se disaient tiens, on va récupérer quelques élèves. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est qu'après l'IEF, ils continuent de taper sur le privé, ils continuent de taper sur le hors contrat, il y a eu plein de contrôles. Donc, en fait, ils ne s'arrêtent jamais. Et là, vous voyez, on trouve une parade peut-être où les établissements d'enseignement à distance se développent quand même en faisant le distanciel.
tac, vous avez tout de suite un rapport de la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'ils font là, eux C'est ça. Donc, en fait, vous vous dites, bon, tant pis, je mets mes enfants dans telle école hors contrat, tant pis, on fera un peu plus de route. Et en fait, ils vont venir aussi vous interdire ils vont la fermer, ou ils vont tenter de la fermer, ils vont durcir le régime, c'est déjà très, très dur, etc. Et puis, le privé sous contrat, c'est pareil. Donc, en fait, il faut se battre, parce que dès qu'on recule, eux, ils avancent quand même, quoi. Oui. Donc, alors attention, donc je dis, il faut se battre avec courage. Après, je ne peux pas encourager comme ça les gens à faire ce qui est illégal. Néanmoins, comment dire, je dirais, moi là, je promeus vraiment l'inscription dans un établissement d'enseignement à distance qui fait des cours effectifs. C'est-à-dire qu'il y a un professeur qui fait des cours, que ce soit partiellement, de temps en temps en présentiel ou régulièrement en distanciel. Pour moi, là, il y a un réel argument légal et on ne se met pas dans l'illégalité si on n'a pas l'autorisation de l'État, parce qu'on ne fait pas de l'instruction en famille. Il y a une incohérence dans la loi, il faudrait la régler, au bénéfice, bien sûr, des parents. Pour moi, cette loi est liberticide, elle est contraire à la tradition française. Ça faisait 150 ans que l'école à la maison était libre. Ça correspond au droit naturel, ça correspond à ce qui s'est fait dans l'humanité pendant des siècles, etc. C'est totalement injuste et il faut se battre pour revenir au régime libéral antérieur. Après, les gens sont libres de... Ah tiens, un mot d'espoir encore, parce que je dis il faut se battre. Je voudrais vous dire que en fin d'année dernière, il y a des parents qui ont été relaxés parce qu'ils n'avaient pas inscrit leur enfant en maternelle. Ils n'avaient pas eu l'autorisation pour faire l'IEF pour leur petit garçon qui avait 5 ans. Ils ne l'ont pas inscrit, ils ont continué l'IEF, ils ont été poursuivis et ils risquaient donc d'être condamnés à une amende. Et finalement, le tribunal administratif de Strasbourg les a relaxés. Alors, j'ai demandé le jugement, je ne l'ai pas encore reçu. Il y a des parents qui ne font pas l'objet de poursuites. Ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui font de la désobéissance civile, c'est-à-dire qui non seulement donc, ne demandent pas l'autorisation pour faire l'IEF et pratiquent l'IEF publiquement et puis sont poursuivis, sont généralement condamnés à des peines d'amende entre 200 et 500 €. C'est la jurisprudence actuelle. Entre parenthèses, c'est relativement faible par rapport au coût d'inscription dans un établissement privé à distance ou une école hors contrat. Bon, il y a une pression sur les aides sociales, puisque le refus de scolarisation peut permettre à l'administration, dans certains cas, donc, de couper les allocations familiales. C'est quand même un poids. Voilà, moi, ce que j'ai à dire, c'est que là, il y a une vraie faille, il y a une vraie incohérence légale. Elle est, à mon sens, exploitable et parfaitement justifiable. Je vois mal, en tout cas, un juge condamné à une peine lourde, un parent qui aurait montré que, écoutez, je remplis mon obligation légale d'un article. Si cet article est en conformité avec l'autre, c'est pas de ma faute. J'estime quand même que je suis de bonne foi. Bon, il va pas aller en prison. Hein. Voilà, il y a une peur, mais en tout cas, il faut se battre parce que, c'est, en fait, je crois, les associations de parents en désobéissance civile le pointent, ça pour le coup, à très juste titre, c'est qu'il y a eu une gradation. On est passé d'un régime totalement libre à une liberté encadrée, une liberté plus encadrée avec contrôle renforcé, puis un droit de regard sur ça, puis un autre contrôle, et puis finalement maintenant une demande d'autorisation. Et puis on voit que les effectifs ont été diminués par 2 en 3 ans. On ne sait pas combien on sera encore l'année prochaine, etc. Donc, quand on a une liberté fondamentale comme ça, il faut se battre et la défendre, hein, c'est tout. Pour le bien des enfants.
C'est pour ça que nous, à SOS-UF, et sous l'impulsion de Mathilde, qui en parlera tout à l'heure, on voudrait justement donner l'impulsion de mettre au patrimoine mondial l'IUF, parce que finalement, c'est notre dernière cartouche, entre guillemets, vu que les institutions européennes et françaises nous marchent dessus. Peut-être qu'à l'international, cela fonctionnera plus. Donc, on verra ça avec Mathilde. Et ma dernière question, c'était, est-ce que vous avez vu, vous, en tant que juriste, est-ce que vous avez eu connaissance de familles qui ont choisi d'inscrire leurs enfants en cours par correspondance, hein, et qui n'ont pas demandé d'autorisation, bien sûr, mais qui ont quand même été inquiétés par l'administration suite à ça? Est-ce qu'ils ont eu des signalements? Est-ce que vous avez connaissance, vous, de familles qui ont été inquiétées? Non, alors pas directement. Bien sûr, beaucoup veulent passer sous les radars, donc pas grand monde qui lève la main pour dire au fait c'est bon. Oui. Mais je sais qu'il y en a. Je sais que parmi les gens qui sont en désobéissance civile, tous ne sont pas inquiétés. Voilà, parce que il y a une question de moyens, en fait, si vous voulez, vu l'état de notre pays, sans faire de politique, il y a un problème budgétaire, il y a un problème de moyens pour la justice. Les juges sentent bien qu'il y a quelque chose de complètement absurde. Ils voient passer devant eux des délinquants multirécidivistes qui n'ont pas eu de parents qui se sont occupés d'eux. Et la plaidoirie suivante, c'est des parents qui sont surinvestis, qui demandent qu'à se faire autant que possible. Bon, le ministère public plaide pour les faire condamner. C'est pas la priorité des tribunaux, c'est pas la priorité du procureur, c'est pas la priorité des gendarmes. Donc, il y a des gens qui passent sous les radars par chance. Il y a aussi une volonté de faire quelques exemples. Donc, voilà. Mais là, je vous dis, il y a une vraie incohérence. Donc, ça se réglera à un moment à la Cour de cassation. En tout cas, j'ai pas eu. Les établissements privés sont, à raison, prudents. Hein. Je pense là, qu'est-ce que j'ai vu? Évidemment, le CNED, mais il y a aussi l'autre, là, comment il s'appelle là, EIB, Cours Sainte-Anne. Là, j'ai vu sur le site, j'avais vérifié le collectif de l'enseignement à distance. Évidemment, ils sont très prudents. Et ils encouragent les parents à demander l'autorisation. Je ne suis pas sûr que légalement, eux aient le droit d'exiger la production de la preuve que l'enfant a eu. Ils exigent ça pour non, je crois pas justement, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est vocalement parlant, dès que les parents appellent, ils leur disent non, il faut produire ça, mais je ne sais pas si légalement, ils ont l'obligation de demander ça. Ils se couvrent, j'allais dire, faut pas leur en vouloir, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient le droit d'exiger tel document. Et puis voilà. Non, mais il y a un mouvement de résistance clair. Donc il y a des gens qui passent sous les radars, il y a des gens qui sont condamnés, qui font appel, mais qui continuent quand même. Encore une fois, je vous ai dit, on est à une telle situation absurde entre la délinquance, le harcèlement, la violence en milieu scolaire, le fait qu'on se rende bien compte quand même que c'est important d'avoir des parents aimants qui s'occupent de leurs enfants, et cette guerre menée à ceux qui font l'école à la maison, c'est absurde en fait, ça ne devrait pas tenir. C'est comme d'habitude, on a l'impression qu'ils sont forts avec les faibles avec les forts, en fait. C'est vraiment ça. Oui, tout à fait. On a vraiment cette. J'avais une petite question qui m'est venue pendant l'interview là. Est-ce que vous avez ressenti avec les comptes rendus d'audience et les choses comme ça que vous auriez pu voir passer, est-ce que vous voyez une différence de traitement des familles qui font l'IEF au tribunal administratif et en pénal? C'est-à-dire qu'on a l'impression que les tribunaux administratifs ne vont jamais taper sur les doigts des rectorats, qui souvent, eux, sont dans l'illégalité et souvent prennent des décisions complètement arbitraires. Et d'une part et de l'autre, quand ces familles IEF sont poursuivies au pénal, on voit que là, les juges ou les procureurs sont beaucoup plus cléments, entre guillemets, ou tout simplement de bon sens. Est-ce que vous voyez vraiment une différence de traitement de ces familles dans les deux instances, tribunal administratif et pénal? Ah oui,
confirme complètement. J'ai pas une connaissance très étendue des affaires pénales, j'en ai vu quelques-unes, plus une bonne connaissance des décisions administratives. Et c'est vrai que là, en fait, mais le conseil, à cause du Conseil d'État, qui a mangé son chapeau, parce que c'est une institution qui, en 2017 encore, disait que c'était une liberté fondamentale. Pendant l'examen de la loi, vous savez, le Conseil d'État est consulté pour avis lorsqu'il y a un projet de loi du gouvernement, et sur l'article 49, je crois que c'était 21 à l'époque, le Conseil d'État avait dit non mais écoutez, ça tient pas la route, écoutez, c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ou quasiment. Il y a pas de réel problème, vous prouvez pas qu'il y a des enfants qui soient en séparatisme, c'est quand même une liberté bien installée, c'est pas justifié, c'est pas parce qu'on n'a pas assez d'inspecteurs pour contrôler qu'on doit priver tout le monde d'une liberté, le cadre de demande que vous... Enfin, ils avaient complètement cassé le projet de loi. Hop, le projet de loi est adopté. Ah, bah, il n'y a pas de problème, c'est très très bien. Non, alors nous, on plaide, on montre qu'il y a des discriminations entre académies, que clairement, maintenant qu'on a les chiffres, on voit bien que l'objectif, c'était de détruire l'instruction en famille, contrairement aux promesses de Jean-Michel Blanquer, etc. Et alors là, le Conseil d'État et les juridictions administratives sont vraiment aux ordres, puisqu'elles disent non, il n'y a pas de souci. Non, écoutez, c'est parfaitement normal que l'administration se substitue aux parents pour établir s'il y a un projet pédagogique valable, mais bien sûr que c'est l'inspecteur de l'éducation nationale qui est plus apte à dire si c'est mieux pour l'enfant ou pas de rester chez lui. J'ai encore lu une décision là d'une famille bilingue qui dit écoutez, on va faire l'IEF, ma femme est américaine, je suis français, on veut donner une instruction bilingue, c'est évidemment dans l'intérêt de mon enfant de savoir parler 2 langues de natifs. Ah non, écoutez, le fonctionnaire a dit que c'était pas dans son intérêt, il faut qu'il soit scolarisé, mais bien sûr qu'il a raison, je rejette le pourvoi, il n'y a pas de justification. Et non, donc au contraire, je vous l'ai dit juste avant, au pénal, les parents, ils ont quand même assumé être en désobéissance civile, ils ont été relaxés. Donc... bah oui, je pense que ça c'est dû. Par contre, le juge pénal, il voit passer des drogués qui roulent en sens interdit sur l'autoroute, et après ça, il voit une famille qui veut pas scolariser son petit bout de chou parce qu'il est fragile. Bon, j'espère qu'il lève les yeux au ciel, quoi. Oui, mais bon, on sent quand même c'est un peu désespérant parce qu'on a l'impression vraiment que c'est une loterie. C'est vraiment une loterie. C'est en fonction on a raison, donc il faut continuer de se battre. Oui, il faut continuer. Il faut donner du courage aux familles. Et heureusement, Mathilde va nous donner du courage parce qu'elle va nous donner une lueur d'espoir. Hein, oui. Voilà, Mathilde, je te laisse la main. Merci en tout cas, Monsieur Folsom-Logel, pour vos réponses. Merci. Merci Angèle, mon micro était coupé. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces précisions qui ont été apportées, qui étaient absolument passionnantes. Alors, on va aborder ensemble la deuxième partie qui concerne donc l'inscription de l'instruction en famille au patrimoine culturel immatériel. Bon, évidemment, face à cette purge de l'IEF qui est pratiquée depuis 2022 par les services de l'éducation nationale, donc moi, j'ai pas les chiffres absolument exacts, mais on va dire qu'on est passé de 72 000 avant la loi. On est aujourd'hui entre 20 000 et 30 000, je pense plutôt proche de 20 000, et puis évidemment, ça va ne faire que baisser. Et parce que, évidemment, ce patrimoine qui est l'IEF est clairement en voie d'extinction, je pense qu'on peut utiliser le terme, nous entreprenons donc une démarche d'inscription donc de l'instruction en famille au patrimoine culturel immatériel. Alors, ce dossier, évidemment, est un gros dossier. Il s'agit dans un premier temps de tenter de faire inscrire l'IEF au patrimoine culturel immatériel français, c'est évidemment la procédure, et dans un second temps, d'obtenir son inscription donc auprès de l'UNESCO. Alors, on s'est expliqué dans le détail dans une vidéo qui a été faite en mai 2025, qui est disponible sur la page Facebook de l'association SOS IEF, dans laquelle j'interviewe Éric Buquet-Dalmolin, qui est à l'initiative de cette démarche, donc je ne reviens pas évidemment dans le détail sur tout ça. Mais évidemment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir votre avis à vous, en tant que juriste, sur cette démarche. Qu'en pensez-vous finalement ? Oui, je pense que c'est très bien, c'est un choix rationnel, puisque je pense que le but est clair, il faut changer la loi et protéger l'instruction en famille. Alors, sur l'aspect juridique,
Emmanuel Macron est président. Il a systématiquement nommé des ministres de l'Éducation complètement alignés sur lui. Donc, il n'y a absolument aucun espoir qu'on ait une proposition de loi pour revenir sur ce changement législatif, même si c'est un échec, qu'il ne remplit pas les objectifs, que la motivation de la loi était mensongère, que les députés ont été trompés, tout ce que vous voulez, avec Macron et ses ministres, c'est bloqué. L'autre possibilité, c'est donc une proposition de loi. Ce serait donc que, puisqu'il y a, je rappelle, un grand consensus sur ce sujet, que ce soit de la LFI ou au Rassemblement national, tout le monde voit bien qu'il y a quelque chose de complètement absurde, de libertaire, et que la loi n'était pas justifiée, etc. Donc il pourrait y avoir une proposition de loi. Il y en a eu, donc c'est à l'initiative des députés ou des sénateurs, pour alors soit revenir au régime complètement libéral antérieur, ou alors, malheureusement, politiquement, pour faire encore des ajustements. Donc, il y en avait un qui proposait, par exemple, que pour les familles qui ont eu l'autorisation, pour qui l'inspection s'est bien passée, l'inscription l'année suivante soit de droit. Ça, au moins, ça permettrait d'arrêter un peu l'hémorragie. Bon, c'est pas terrible, mais il y a ces initiatives, et malheureusement, elles sont complètement bloquées à cause du contexte parlementaire français que nous avons, qui est instable, bloqué. Voilà, c'est trop difficile actuellement de faire passer ça. Et donc, on en vient à la possibilité de la soft law, ce qu'on appelle le droit mou. Donc, du coup, j'en profite pour faire cette distinction. En droit, il y a ce qu'on appelle le droit dur. C'est l'article du Code de l'éducation. La partie législative, ça, c'est le droit, c'est ce qui s'applique, c'est ce qui s'impose aux juges. Au-dessus de ça, il y a la Constitution. Donc c'est vraiment les mesures indérogeables. Et puis il y a ce qu'on appelle le droit mou, c'est tout ce qui est résolution, déclaration ou intentions qui sont déclarées, soit par une institution internationale ou même par un homme politique, et qui en fait influencent. Elles s'imposent pas comme ça, mais elles sont utilisées et progressivement elles inspirent et elles imprègnent le droit. Donc en fait, il y a par exemple le Conseil de l'Europe à Strasbourg qui prend des décisions, des résolutions, et qui invite les États à faire ci ou ça. Ça ne s'impose pas aux États, mais c'est un signal qui est envoyé. Et puis dans l'argumentation, en fait, ça sert à dire il faudrait qu'on s'occupe de ça. Regardez, il y a telle institution qui nous dit, il y a l'ONU qui nous dit ça. Ouais, non, c'est quand même vraiment important. Et donc, c'est dans cette démarche que c'est bien d'être au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'IEF, parce que ça, c'est pas quelque chose qui va forcément tout de suite s'imposer aux législateurs, qui va faire qu'ils vont devoir abroger la loi, sinon les casques bleus vont débarquer. Mais ça permet d'avoir un argument de poids pour faire changer. Parce que le gros défi que je trouve, c'est que là, on a une grosse baisse du nombre de personnes en IEF. Il y a un moment, ce sera quand même incompressible, parce qu'on aura atteint ceux qui font l'instruction de famille pour des raisons vraiment médicales, et qu'en fait, ils ne peuvent vraiment pas scolariser leurs enfants. Il va rester encore quelques personnes itinérantes et voilà, quelques personnes dans des situations vraiment spécifiques, mais on va perdre les gens qui font ça vraiment pour une autre motivation et qui en fait ont quelque chose d'important à offrir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'enfants connus comme Agatha Christie ou d'autres qui ont fait l'instruction en famille et qui du coup ont eu une éducation vraiment différente et ont apporté quelque chose au pays. Donc c'est ça vraiment cette richesse qu'on veut défendre et qui est vraiment mise en danger par la loi actuelle. C'est ceux qui font l'IEF pour d'autres raisons, pour des raisons pédagogiques, qui vont offrir quelque chose de mieux que l'école à leurs enfants et qui vont permettre à leurs enfants de s'épanouir plus pleinement dans la société. Oui, parce qu'en fait, finalement, on ne connaît pas le seuil auquel ils veulent arriver. On se doute bien qu'ils ont un chiffre en tête. Vous pensez? Enfin, est-ce que vous avez une idée du chiffre qu'ils auront en tête à ne pas dépasser? Oui. Il y a 2 ans, j'avais eu rendez-vous avec une rectrice. Et je sais pas, quand elle avait parlé, on était à 35 000. Et dans sa tête, j'avais le sentiment que ils étaient contents. Là, ils avaient bien écrémé. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être bon signe pour l'année suivante, quoi, s'ils estiment que c'est un bon chiffre. Je suis passé dans les mailles. Bon, ça baisse encore. Je pense que
Emmanuel Macron est déçu de la loi. Il voulait à la base, il l'avait dit lors de son discours des Mureaux, complètement interdire l'IEF. Il voulait vraiment que ce soit que pour ceux pour qui c'est pas possible. Et donc c'est par négociation que Blanquer a ouvert ce quatrième motif complètement incohérent, qui était bien flou. Et donc en fait, les tribunaux administratifs font le service après-vente de la loi, mais je pense que dans l'intention de Macron, c'était clairement pour détruire complètement. Pour la DGESCO et pour les fonctionnaires, bon, eux, ils obéissent. Après, eux, ils voulaient surtout diminuer par 2. Vous voyez, si je peux faire une petite pique, je ne serais pas surpris qu'ils ne veuillent pas complètement faire disparaître l'IEF parce qu'ils ont embauché des fonctionnaires pour régler le contentieux. Alors, faut pas totalement détruire, comme ça ils peuvent garder les fonctionnaires là-dessus. Enfin, c'est du coup un peu une niche pour certains. Je sais pas. Je pense que en soi, Emmanuel Macron voulait vraiment détruire. Peut-être quelques fonctionnaires je sais pas, quand je dis fonctionnaires, je parle des recteurs d'académie. Hein. Ouais, Vous voyez, il y a des disparités. Il y en a qui font pas la chasse aux parents IEF, il y en a qui le font. Voilà. Ouais, c'est ce que je peux dire. Bon, l'avenir nous le dira, mais bon, Ouais. clairement, on est en train de se noyer, quoi. Et bon, effectivement, il y a un sauvetage qui est à faire. Et ce que vous pointiez du doigt est très intéressant, c'est-à-dire le fait qu'on va perdre les familles qui faisaient l'IEF pour les raisons que vous avez pu expliquer, ce lot de familles qui produit des projets éducatifs, évidemment, tous les ans, etc. Et projets éducatifs qui constituent un patrimoine en termes d'instruction absolument exceptionnel et énorme. Alors justement, on va revenir sur cette idée d'inscription de l'IEF au patrimoine culturel immatériel. Est-ce que vous avez des conseils et des recommandations à nous donner là-dessus? Alors oui, je pense qu'il y a vraiment cet apport culturel réel sur lequel on peut insister. C'est tout ce que j'ai cité, alors je les ai plus en tête, j'ai pas relu, mais j'avais vu tout un argumentaire sur des grandes personnalités qui ont émergé dans la littérature ou dans le monde scientifique et qui ont fait l'école à la maison. Parce que bon, la scolarisation et l'enseignement en établissement a quelques avantages. J'en vois personnellement, plus j'y pense, moins j'en vois, puisque alors je vais tordre le cou quand même à cette idée, parce que c'est ce que les gens disent. La scolarisation n'est pas un bien en soi. C'est-à-dire le fait de mettre 30 élèves ou 20 élèves devant un professeur. Jules Ferry s'est pas dit c'est bien, on va mettre des enfants ensemble, ça va leur apporter quelque chose. Non, c'est juste qu'il faut payer un fonctionnaire, donc on va pas mettre 2 élèves ou un seul devant lui. Donc c'est une question, la scolarisation en établissement, c'est purement une question économique. Il n'y a pas de volonté de scolariser les enfants, de les faire rencontrer d'autres personnes. Les enfants apprennent pas vraiment beaucoup de choses positives de leurs congénères qui ont le même âge. Ils apprennent plus des adultes. Et donc les nobles dans le temps et les familles grecques ou romaines dans le temps, ils n'allaient pas dans des écoles quand ils étaient jeunes, ils prenaient un précepteur et un tuteur, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un cours particulier pour que vous compreniez bien. C'est que la personne vous est dédiée, elle vous accompagne entièrement, elle vous aide à grandir, elle est là pour répondre à vos questions. Si vous allez vite, elle va vite avec vous. Si vous allez doucement, elle va doucement avec vous. On voit tous les défauts de l'éducation en classe où il y a un peloton de tête qui parfois s'ennuie, un ventre mou, le milieu, et puis il y a ceux qu'on laisse, et oui, on n'a plus le temps, il faut qu'on avance, hop. Donc, l'instruction en famille avec une personne dédiée pour instruire, en fait, c'est mieux. C'est mieux, et c'est ce que faisaient les riches avant. Aujourd'hui, de manière paradoxale et intéressante, c'est plutôt quand même des familles populaires qui font l'IEF. Les personnes très riches mettent dans le hors contrat ou sous contrat, réputé. Et donc, en fait, ça permet une vraie formation personnelle de l'enfant, de l'indépendance dans le travail, beaucoup plus d'estime de soi, beaucoup plus de confiance en soi par rapport, puisqu'il est valorisé, etc. Et puis une meilleure apprentissage, parce qu'en fait c'est toujours mieux quand c'est une personne de référence, d'estime, qu'on aime, son papa ou sa maman qui donne cours, qu'un étranger, ça peut mal se passer, etc. Donc en fait il y a vraiment beaucoup de raisons, il faut vraiment les valoriser à mon sens, qui font que l'IEF est une richesse en soi quand il est choisi et décidé comme ça.
parce que le parent s'y consacre, et la littérature, le monde scientifique contient plusieurs exemples de personnes comme ça qui sont capables de penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, parce qu'ils ont eu cette éducation différente. Et justement, je pense que beaucoup de nos problèmes en France, qui a ce glissement administratif avec plus en plus de fonctionnaires, etc., est en grande partie dû à cette éducation normée, étatiste, décidée à Paris, uniforme, qui fait que tout le monde est un petit peu dans le même moule. Et tout le monde est convaincu que, évidemment, l'éducation est du ressort régalien, alors qu'en fait, c'est pas vrai, c'est une construction politique, c'est un choix politique qui a été fait, etc. Donc, voilà, il y a un vrai apport, et sur le côté aussi, je pense, que c'est quelque chose auquel les institutions européennes sont sensibles, c'est les droits des minorités. Les droits des minorités, c'est qu'en fait, j'en vois surtout deux ici. D'une part, c'est, je veux dire, une minorité philosophique altermondialiste qui, en fait, a le droit de rejeter ce qu'elle estime être le système, etc., de manière, voilà, le système de notes, etc., de donner une éducation vraiment différente, proche de la terre, à la campagne. Ça revient quand même dans pas mal de dossiers. Différentes du monde, et donc ils s'inscrivent quand même un petit peu en marge de la société, et ce serait pas stupide de les considérer comme minorité. L'autre, à l'inverse, ça pourrait être plutôt religieux, mais bon, là c'est glissant par rapport à la France, puisqu'il y a évidemment les musulmans et aussi les catholiques, puisqu'il y a en fait une volonté d'instruire dans une religion les enfants, une religion contre laquelle clairement le gouvernement lutte, puisque l'éducation laïque et républicaine, étatiste, a une philosophie sous-jacente très forte qui s'oppose sur des valeurs et sur l'intention et sur même sur le but de la vie, etc., à une éducation chrétienne ou musulmane. Bon, c'est peut-être un peu hasardeux, en tout cas. Il y a une vraie réflexion sur les droits des minorités, puisque ça concerne aussi les tziganes, les personnes itinérantes. Voilà. Alors, j'ai une question qui me vient, que je n'avais d'ailleurs pas prévue. Puisqu'il faut faire évidemment une demande auprès de l'État français, et aussi une demande auprès de l'UNESCO, est-ce que vous imaginez évidemment qu'il y aura une différence de traitement entre l'État français et l'UNESCO, puisqu'on sait quand même que l'ONU a épinglé la France au sujet de cette nouvelle loi qui concerne l'instruction en famille. Donc moi, en montant le dossier, je me dis que ça va sans doute être très difficile de faire passer ce dossier auprès évidemment de l'État français, que ça va sans doute être plus simple, on va dire, de sensibiliser l'UNESCO. Est-ce que vous voyez les choses de cette façon-là, ou comment vous voyez les choses là-dessus ? Oui, alors je ne les connais pas tous. Oui, vous dites l'ONU a épinglé la France. En fait, c'est le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui, dans un rapport périodique contre la France, enfin sur la France, a effectivement pointé l'incohérence du système actuel, ou en tout cas son risque d'être inégalitaire et pas sain. Ça ne préjuge pas de comment vont se prononcer d'autres rapporteurs ou d'autres institutions des Nations Unies, puisque certaines peuvent être plus favorables et d'autres plus défavorables. C'est sûr que pour les fonctionnaires français, il y a une complexité. Encore une fois, alors j'ai vérifié, il y a pratiquement tous les pays du monde qui sont adhérents à ce truc patrimoine immatériel de l'humanité. Bon, je pense qu'il faut introduire la demande en France, puisque c'est en France qu'on veut le défendre. Si c'est introduit en Irlande, ce sera difficile de montrer qu'il y a un risque, puisque c'est garanti constitutionnellement, mais bon, il y aura au moins le gouvernement favorable. En tout cas, ce que j'ai vérifié, c'est qu'il y avait aussi, normalement, il y a différents groupes qui étudient en fait la requête à l'UNESCO. Et dans le groupe 1, qui serait peut-être compétent qui est compétent pour l'Europe de l'Est, en fait, il y a l'Allemagne et la France.
Alors, sur trois pays. Bon, l'Allemagne, ils s'en vont en 2026. Alors, chez eux, c'est Verboten, strictement interdit. Donc, je ne sais pas s'ils seront très favorables. Et la France, je ne sais pas s'ils seront très favorables non plus. Peut-être attendre que l'Allemagne parte. Il devrait partir cette année. Enfin, encore une fois, qui ne tente rien n'a rien. Je pense qu'en tout cas, en faisant cette démarche, on n'a rien à perdre. Je pense en tout cas que juridiquement, on ne va pas revenir en détail, mais sur toutes les exigences et donc raisons pour faire de l'école, l'instruction en famille, un bien à inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO, tous les critères sont objectivement complètement remplis. Quand on voit ce qu'ils ont donné, enfin reconnu comme droit, l'IEF a pleinement sa place et pleinement sa légitimité. Après, il y a effectivement la charge politique. Encore une fois, il faut voir aussi plus largement que la France, puisque le régime de la France, en fait, est pas bon, mais c'est pas le pire dans la grande Europe. Donc les meilleurs pays, ce sont l'Irlande, le Royaume-Uni. Après, vous avez d'autres pays où c'est un peu ambivalent, puis ça s'est durci. Je pense à l'Espagne. En Italie, ça reste un peu spécial. La Slovaquie voudrait adopter la même loi que nous. Je confonds si c'est la Grèce, pardon, la Finlande, c'est assez libéral, mais par contre en Norvège, c'est interdit. Et puis en Hongrie, ils l'ont interdit aussi récemment, presque un an après la France. Et en Allemagne, c'est complètement interdit. Donc en fait, vous avez un tiers des pays européens où c'est légal et assez librement pratiqué. Un gros morceau où c'est légal, mais c'est sous condition. Et une petite minorité de pays derrière, chez qui c'est complètement interdit. Donc l'UNESCO sera consciente de ce poids politique général, parce qu'en fait, malheureusement, le homeschooling, l'école à la maison, reste marginal par nature, parce que c'est normal que ce soit marginal, mais malheureusement aussi méconnu, et méconnu péjorativement, malheureusement. Donc je pense qu'en fait, cette requête, elle est très bien pour surtout développer, encore une fois, cet apport culturel, désamorcer des craintes ou des préjugés négatifs qui sont le manque de sociabilité des enfants, ce qui est absurde. Faut montrer avec les études américaines que c'est complètement l'inverse en fait qui se passe. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'attaquer l'école en général, mais en tout cas, il y a un vrai apport de l'IEF qui doit être valorisé devant l'UNESCO, et j'espère qu'elle y sera plus sensible qu'elle ne sera sensible aux disparités politiques sur ce sujet en Europe et dans le monde. Ça pèse dans son jugement. Maintenant, c'est pas... C'est pas du tout perdu. Voilà. Voilà, c'est intéressant parce que donc si on vous écoute, c'est donc un dossier qui se plaide évidemment largement, on pourrait dire, qui est parfaitement légitime, et on va pas partir perdant d'avance, quoi. En tout cas, de toute façon, on ne va pas partir perdant d'avance. Vous pensez qu'il pourrait y avoir quand même une petite possibilité qu'on obtienne gain de cause? Oui. Je dirais, donc j'ai noté au niveau des conditions techniques de fond, il n'y a aucune raison de rejeter cette demande. Si elle est rejetée, c'est soit par méconnaissance et préjugés négatifs de l'UNESCO contre l'école à la maison, ce qui est possible, ou alors par considération purement politique, parce que on ne veut pas froisser forcément les pays. Si vous voulez, vous reconnaissez le patrimoine mondial des tapis d'Ouzbékistan. Je dis ça sans aucun mépris, mais ça n'a aucun impact. Oui, tant mieux. Ou la fête de la procession de la Sainte Vierge en Pologne. Il n'y a pas de problème. L'IEF, ils savent bien qu'il y a peut-être des intentions politiques derrière. Je reviens juste, et à l'ONU, ils ont aussi des considérations plus larges. Et donc, par exemple, en fait, l'IEF, c'est pas vraiment un sujet parce qu'en fait, eux, pour l'Afrique, pour l'Asie, le grand enjeu, c'est de scolariser les enfants, c'est-à-dire de donner une éducation aux enfants, de donner plus. Donc, il faudrait peut-être
réussir à montrer aussi que l'IEF peut jouer une part dans le développement mondial du droit à l'accès à l'éducation en favorisant les cours par correspondance dans les endroits reculés. Mais vraiment, en fait, à l'ONU, l'IEF est un peu un non-sujet parce que l'enjeu pour l'ONU, ça a été vraiment de favoriser l'accès à l'école pour la masse. Voilà, il y a encore des écoles où il y a 100 élèves dans beaucoup de pays africains, de très, très gros effectifs, un manque de professeurs. Et malheureusement aussi, l'ONU est dans une tendance de pousser les États à toujours faire plus et à toujours prendre en charge. Donc ça, c'est vraiment un défaut général contemporain pour moi des droits de l'homme, c'est que en fait, les États sont poussés à de plus en plus garantir un grand nombre de droits, et donc en fait, ils prennent cette demande comme une permission, et donc ils s'ingèrent dans de plus en plus de domaines. Et donc on a, en France, je pense que c'est particulièrement vrai, on a vraiment un État que je considère tentaculaire, puisqu'il irrigue tous les aspects de la vie. Il y a vraiment presque plus rien qui soit hors de son champ ou qu'ils ne veulent réguler. J'ai eu ça pendant des décennies. On a un vide juridique qu'il faut combler. Allez, hop, une loi, hop, une loi, hop, une loi. On a un taux stratosphérique de normes. Malheureusement, l'ONU favorise ça aussi. Puis il dit, ah oui, mais il faut lutter contre l'illettrisme, il faut lutter pour ça, il faut lutter, donc il faut que l'État prenne. Et donc, c'est pour ça que l'école a de plus en plus de missions, etc. Donc, de ce point de vue, l'IEF, l'idée de rappeler que les parents sont les premiers éducateurs, alors que c'est marqué dans les traités de l'ONU fondateurs, hein, que c'est eux qui sont les premiers responsables, que ce sont eux qui ont le droit de choisir le type d'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants, qu'ils ont le droit de les mettre dans des établissements privés, que c'est eux qui sont responsables, que c'est la famille et la cellule fondamentale de la société. L'impression d'être un peu incohérent, puis ils se disent, ah, il faut que l'État fasse plus, il faut que l'État fasse plus. Donc là aussi, il faudra bien convaincre l'ONU, rappeler les traités fondateurs d'après-guerre, et dire que l'État ne doit pas tout faire non plus, qu'il y a des familles qui veulent continuer de prendre l'initiative et d'être libres, et que c'est une richesse à défendre. Merci. Alors, j'ai une dernière question, et puis on s'arrêtera là. Finalement, pensez-vous, bon, si on obtenait cette inscription, pensez-vous que cette inscription pourrait infléchir le cours des choses concernant l'instruction en famille en France, et concernant évidemment nos problématiques et cette purge de l'instruction en famille? Oui. Alors bon, on ne sait pas comment le Parlement va évoluer, quels équilibres politiques il y aura dans 1 an et dans 2 ans. Ce qui est sûr, c'est que cette inscription sera un vrai argument juridique. Est-ce que les tribunaux administratifs en tiendront compte? C'est pas sûr, malheureusement, puisqu'ils sont plutôt... le Conseil d'État manque d'indépendance, je vais juste dire ça. C'est clairement une question de volonté politique, parce que le problème est réglé en un coup de crayon, hein. Il suffit d'abroger la loi, un article, et de revenir au régime précédent. Et je dirais 99% du problème serait réglé. Donc ça va surtout être une question d'équilibre politique et de priorité. Et pour moi, ce problème de surrégulation s'inscrit dans un problème plus global pour la France. Donc je ne sais pas dans quelle direction globale la France va aller elle-même, mais ce problème de l'IEF est malheureusement attaché à tout cet enjeu politique de surlégislation, de surcontrôle, d'endettement, etc. Donc, quelle va être la priorité du prochain gouvernement? Est-ce qu'il va être complètement réfractaire? Moi, j'avais essayé de plaider le gain économique que représente l'IEF. Comme on a une dénatalité, le gouvernement fait des économies, peut fermer des classes et des écoles. Ça va continuer de diminuer. Et alors, la Cour des comptes disait qu'en fait, l'État économise pas vraiment d'argent avec l'IEF parce qu'en fait, c'est tellement marginal que ça n'impacte pas l'ouverture ou la fermeture d'une classe. Donc en fait, l'IEF n'a qu'un coût supplémentaire puisqu'il faut faire une journée d'inspection
les mairies, avec les transports publics, les écoles, le périscolaire, etc., ne feraient pas, selon la Cour des comptes, d'économie avec l'IEF, ce serait juste un coût en plus. Je pense qu'en fait, si l'IEF était favorisé, les petits ruisseaux feraient les grandes rivières. Et en fait, l'État ferait vraiment des économies. Donc, dans notre contexte, c'est un argument aussi. Et puis, oui, cette surrégulation, c'est un problème. Je pense que les députés ont été bien sensibilisés. Ils ont tous reçu, dans tous les départements, des mots de leurs administrés qui leur ont soulevé ce problème. Ils en sont tous conscients. Il y a un consensus. Finalement, c'est frustrant parce qu'on sent que ce serait juste une question de temps si le contexte politique était juste un peu meilleur, un peu plus détendu. En fait, on aurait pu faire changer la loi et la faire évoluer positivement, facilement, parce qu'il y a un consensus dans tous les partis. Donc, il faut absolument se mobiliser pour la prochaine présidentielle. Il faut absolument, et même pour les parents qui ne font pas forcément l'IEF, écrire aux députés pour dire que c'est un crève-cœur, qu'ils ne digèrent toujours pas le refus qu'ils ont eu il y a 1 an, il y a 2 ans, que voilà, c'est une occasion manquée, qu'il y a d'autres familles qui arrivent, et que les nouvelles familles fassent les demandes, même si elles sont rejetées, et qu'il faut surtout maintenir ce problème politique, parce qu'en fait, si tous ceux qui se sont fait éjecter ne se battent plus, après, on va vraiment devenir une grosse minorité. Après, le signe d'espoir, c'est que c'est une minorité qui peut quand même facilement se reconstituer parce que y a quand même les apports internationaux. Les États-Unis restent le fer de lance de l'instruction en famille. Ils ont beaucoup de recul, beaucoup d'outils. Et donc, on pourrait quand même facilement reconstruire une communauté d'instruction en famille. Mais c'est sûr que la solution est politique et elle se jouera pendant les prochaines élections. Et donc, ce que vous faites à l'UNESCO, c'est très bien, ce sera un argument de poids en plus. Il faut garder les députés sensibilisés, il faut continuer de pointer l'incohérence du droit. Et voilà. Bon, en tout cas, merci. C'était absolument passionnant de vous écouter sur le sujet. Et c'est bien parce qu'on a vraiment on a du contenu à maturer. C'est très encourageant pour notre démarche d'inscription de l'IEF au patrimoine culturel immatériel. Je vais faire revenir Angèle. Je ne sais pas si elle est toujours là pour qu'on se dise au revoir. Elle a l'air de ne plus être là. Angèle, tu es là? Elle est là. Ouais. Non. Bon, encore merci. Merci beaucoup pour votre regard. Vraiment. Ouais. Ça a été très, très, très instructif et surtout, ça redonne du courage. Oui, c'est ça. Oui. C'est très riche et effectivement, c'est très encourageant. Ça redonne du courage. On a une feuille de route là. Et de savoir que vous êtes aussi concerné, vous, personnellement, ça nous donne du j'ai vécu la lettre de refus, je l'ai eu aussi. J'ai vécu les contrôles dans des établissements ou à la maison. Ça s'est bien passé, mais oui, on a ce stress. J'ai eu la discourtoisie de certains fonctionnaires. Mais voilà, je dis, il n'y a pas de situation de repli. Il faut se battre parce que sinon, si on recule, on continue d'avancer. Donc, bien sûr. Voilà. Alors, j'ajoute juste une chose. Donc, on est dans les starting blocks au niveau de cette inscription de l'IEF au PCI. Donc, de toute façon, ce qu'il faut que vous sachiez, vous, en tant que, auditeur et auditrice, spectateur, spectatrice, c'est qu'on va venir vers vous pour vous demander de nous soutenir, parce que pour faire inscrire un élément au patrimoine culturel immatériel, on a besoin de soutien. On a besoin de signatures, clairement. Donc, on va faire passer une tribune pour cette inscription de l'IEF au patrimoine culturel immatériel, tribune, évidemment, qui devrait être soutenue par le plus grand nombre de personnes, et d'associations aussi, de collectifs, etc. Donc voilà, ça va se faire, on va dire, dans les mois qui viennent. On espère évidemment obtenir le plus de signatures possible. Et voilà ce que j'avais à ajouter là-dessus. On se salue, on vous remercie encore, et puis on se tient au courant, évidemment. Oui. Merci beaucoup. Bon courage à tous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.